Mesdames et messieurs, chers amis des archives diplomatiques, peut-être un petit mot sur nos programmes passés et à venir avant d'évoquer la conférence d'aujourd'hui. Le passé, il s'agit du colloque que nous avons organisé conjointement avec la Société d'histoire diplomatique la semaine dernière. Je voulais vous dire que pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce colloque qui portait sur la recomposition du Moyen-Orient, les débats sont disponibles sur notre site. Il suffit d'aller sur le site des Amis Archives diplomatiques et vous trouverez un lien avec ces débats qui ont eu lieu dans le cadre de la Fondation Singer-Polignac. Voilà, je vous recommande vivement de regarder, sinon en tout au moins en partie, c'est un intéressant événement. S'agissant des événements futurs, je voulais vous dire que notre prochaine conférence aura lieu le 3 juin, cette fois-ci à la mairie du 6e arrondissement, avec M. Gilles Pécou sur la diplomatie culturelle de la Bibliothèque nationale de France. M. Gilles Pécou est président de la Bibliothèque nationale de France. Je pense que ce sera également un événement tout à fait intéressant. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet plus diplomatique. Nous allons évoquer une des grandes figures d'ambassadeurs du siècle passé, Maurice Bompard, qui a été effectivement ambassadeur en Russie entre 1902 et 1908, c'est-à-dire à un moment où la relation entre la France et la Russie était excellente, un moment de pleine expansion économique de la Russie, qui était à l'époque la 4e puissance mondiale, à une époque aussi où a eu lieu cette révolution de 1905, qui était un peu avant-coureur des événements tragiques qui se sont déroulés plus tard. Et donc nous avons, pour évoquer ce sujet, M. Corentin Morizot, archiviste, récemment, il a réussi récemment à la fois son concours et la sortie de son concours, qui effectivement a fait sa thèse, qu'il a ensuite enrichi, développé, sur ce personnage, Maurice Bompard, qui a incarné effectivement cette politique de rapprochement entre la Russie et la France. Je voudrais céder la parole au directeur des archives, M. Vincent Braconnet. En effet, cet ouvrage a été initié par la direction des archives et coédité avec la CHTS. CTHS. Voilà. C'est-à-dire des éditions qui sont proches de l'école des Chartes. Monsieur le Président de l'Association des Amis des Archives diplomatiques, cher Denis, merci beaucoup à l'association pour l'organisation de cette conférence. Je dois dire que pour nous, les archives diplomatiques, c'est une immense joie que de pouvoir vous accueillir pour parler de cet ouvrage dont on est extrêmement fiers. Je vais essayer de dire très rapidement pourquoi, sans déflorer la présentation que va en faire son auteur, Corentin Morizot. Je dirais que c'est un ouvrage qui met remarquablement en valeur les fonds exceptionnels qu'on a aux archives diplomatiques et qu'il est passionnant pour 3 raisons. Ah, et je vois apparaître notre ancien directeur des archives diplomatiques, Nicolas Chibaïev, qui a joué un rôle clé dans la publication de cet ouvrage. Donc on le salue. D'abord, cet ouvrage, c'est vraiment la diplomatie à hauteur d'hommes et de femmes. On voit toujours les relations internationales comme étant des choses désincarnées entre États. Là, le titre le dit d'emblée, on parle de l'incarnation
dans des choses qui peuvent sembler parfois anodines, mais qui en fait sont le lien avec la grande histoire. Et je pense que le livre le met remarquablement en valeur. Quelques exemples là-dessus. Pour les anciens diplomates parmi vous, ou ceux qui connaissent le Quai d'Orsay un peu de l'intérieur, il y a toutes ces affaires de quels sont les postes qu'on recherche à un moment donné. On voit que l'histoire administrative du Quai d'Orsay, c'est à quel poste faut-il aller, et que ça reflète des enjeux de diplomatie. On voit aussi les enjeux très concrets liés à l'expatriation. Sur la vie privée et comment ces enjeux sur la vie privée vont avoir un impact sur le travail. On voit aussi évidemment quelque chose qui est remarquablement décrit dans l'ouvrage, c'est le rôle de l'épouse de l'ambassadeur à une époque où la place des femmes n'était pas celle d'aujourd'hui. On voit comment une femme utilise cette position pour faire un travail qui va bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, et j'imagine, Corentin, que vous allez y revenir. Ce qui est remarquable, c'est que cette diplomatie à hauteur d'homme, l'auteur réussit à montrer comment elle traite des grands sujets de politique internationale du moment, et je dois dire, j'imagine quand vous avez reçu l'invitation, l'alliance franco-russe, il n'y a sans doute pas plus anachronique que dans le moment actuel. On se dit, mais de quoi cela peut-il bien parler? Donc merci d'être venu pour nous replonger dans ce moment de notre histoire diplomatique qui a des leçons à nous apporter, et par cette approche à hauteur d'homme, on arrive à comprendre les enjeux diplomatiques du moment, le rôle, par exemple, à partir de Saint-Pétersbourg, que cet ambassadeur a joué pour passer de l'alliance franco-russe à l'alliance anglo-franco-russe, la triple entente, la manière dont il a rendu compte de la révolution de 1905, ce que c'est que pour un ambassadeur de jouer d'un peu trop près avec les affaires intérieures du pays où il sert. Ça, c'est des choses qui sont décrites avec énormément de finesse dans le livre qui va vous être présenté. Et enfin, dernière chose, c'est une époque, j'ai l'impression, moi en tout cas, je ne savais pas, où, comme aujourd'hui, les affaires internationales passionnaient les Français. Et en fait, Maurice Bompard était une figure connue. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la couverture de cet ouvrage, c'était en fait une vignette de chocolat. Et qu'on mettait des têtes d'ambassadeurs sur des paquets de M&M's, en gros. Et en fait, il y a tout un tas de développements dans l'ouvrage aussi sur cette manière de mobiliser l'opinion publique et dont la diplomatie a toujours su le faire. Donc j'ai hâte d'entendre votre présentation après avoir été enthousiasmé par votre ouvrage. Merci beaucoup à l'association des Amis des Archives. Merci aussi à la mairie du 15e. Comme vous le savez, des travaux au Quai d'Orsay ne nous permettent plus d'accueillir des événements de ce type. Donc on est très content de compter avec des relais comme la mairie du 15e. Et voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Monsieur Braconnet et Monsieur Bochart pour votre propos introductif. Je tiens à remercier tout de suite également le CTHS et les archives du ministère des Affaires étrangères, en particulier Monsieur Chibaev, Madame Bornet, Monsieur François, Monsieur Hermouet, qui ont notamment suivi de très près cette publication et qui, grâce à eux aussi, me permettent de vous présenter ce livre ce soir. Je tiens à remercier aussi l'Association des Amis des Archives diplomatiques pour l'organisation de cette présentation, qui est donc la toute première, puisque nous venons de recevoir les livres ce matin même. Donc je suis ravi de le découvrir avec vous, de le voir et également de l'avoir entre les mains ce soir. Et enfin, je vous remercie d'être venu ce soir assister à cette conférence. Je suis ravi de voir que le sujet également
suscite un certain intérêt, au moins le personnage, en effet. Voilà. Et je tiens à remercier parce que je vais oublier avant la fin de la conférence, mais également l'ensemble des personnes qui ont suivi de près ou de loin cette publication, qui est le fruit de plusieurs années de travail, et en particulier mes proches et ma famille. Alors pour commencer, j'aimerais très rapidement revenir sur le projet de cet ouvrage. La jeunesse se situe en 2018, lors de ma scolarité à l'école des Chartes, lorsqu'il a fallu trouver un sujet de recherche. Donc mon choix s'est porté sur Maurice Bompard et son ambassade à Saint-Pétersbourg. Je reviendrai un petit peu plus en détail plus tard sur ce choix. Ces recherches, elles ont été menées jusqu'en 2021 sous la double direction de M. Edouard Vasseur à l'école des Chartes et de Mme Isabelle Dasque, qui est maître de conférences à Sorbonne Université. Cette thèse, elle a été soutenue en 2021 à l'école des Chartes pour l'obtention de mon diplôme d'archiviste paléographe, et on a lancé le projet assez rapidement de publier, donc avec le CTHS et les archives du ministère des Affaires étrangères, ce travail de recherche sous les conseils de M. Stanislas Janson, qui est finalement l'initiateur de cet ouvrage, qui est professeur à l'université de Nantes. Donc voilà, cette version imprimée que j'ai sous les yeux juste ici, c'est le fruit de 3 ans de travail, d'adaptation de mon travail de recherche dans le cadre de ma thèse d'école des Chartes. Alors l'armature est quasiment la même que le travail de recherche, mais il y a eu quand même un gros travail d'approfondissement, de remaniement de ce travail pour aboutir à cet ouvrage. Alors en introduction, je vais revenir très rapidement sur le choix du sujet, sur la méthode que j'ai adoptée, notamment la biographie en relations internationales, et sur les archives que j'ai utilisées pour documenter ce travail, en nous posant cette question, tout simplement, pourquoi et comment faire une biographie de diplomate, et pourquoi avoir réalisé la biographie de ce diplomate en particulier, et de cette ambassade également en particulier. Alors Maurice Bompard fait partie de ce groupe d'ambassadeurs qu'on surnomme souvent les ambassadeurs de Théophile Delcassé, parmi lesquels on trouve certains diplomates très renommés qui ont marqué du moins la politique étrangère de la France à l'étranger au tournant du XXe siècle. On trouve les frères Cambon, Camille Barrère, Jules Jusserand, dont les missions à l'étranger ont duré parfois des vingtaines d'années. Alors celle de Maurice Bompard est très différente. À Saint-Pétersbourg, sa mission ne dure que 5 ans. Elle est écourtée pour des questions intérieures. J'y reviendrai plus tard. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, en effet. Et ce groupe de diplomates, ces ambassadeurs de Delcassé, sont liés par une certaine forme d'affinité, une certaine vision également partagée des relations internationales et de la place de la France sur la scène diplomatique. Alors ce qui a animé mes recherches finalement, c'est le paradoxe suivant, c'est que Maurice Bompard n'avait jamais fait l'objet d'études approfondies, contrairement aux ambassadeurs que vous voyez ici à l'écran, alors même qu'il occupait à cette époque l'une des ambassades les plus illustres de la France à l'étranger. Donc c'est cette ambiguïté finalement que j'ai tenté de lever. Alors pour réaliser ce travail, le choix de la biographie s'est presque tout naturellement imposé à moi. La biographie est l'un des principaux genres de l'histoire des relations internationales et de la diplomatie, mais ce genre n'est pas resté imperméable aux évolutions historiographiques de la discipline au cours des 50, voire des 75 dernières années. Désormais, pour faire une biographie de diplomate, comme dans beaucoup d'autres thèmes en histoire, dans beaucoup d'autres champs de recherche en histoire, il faut faire appel à des disciplines qui sont très variées, telles que la sociologie, l'anthropologie, les sciences politiques, l'histoire culturelle, l'histoire du genre, l'histoire économique. En somme, il s'agit de réaliser une sorte de biographie totale, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, en prenant en compte non seulement la personnalité de cet ambassadeur, de ce diplomate, mais aussi les conditions spécifiques du poste de Saint-Pétersbourg au tournant du siècle, en interrogeant les aspects à la fois matériels, humains, personnels, parfois également politique, géopolitique évidemment, mais aussi symbolique, notamment à partir des différentes actions culturelles qui sont menées également à Saint-Pétersbourg par Maurice Bompard et par son épouse. Alors pour réaliser ce travail, j'ai eu recours à des archives extrêmement variées. Tout d'abord, j'ai eu recours aux mémoires de Maurice Bompard qui ont été publiées de manière posthume en 1937, qui s'intitulent « Mon ambassade en Russie » et dans lesquelles l'ambassadeur revient de manière chronologique sur les principaux faits qui ont marqué son ambassade.
Et j'ai pu les mettre en regard avec les archives de son épouse, les souvenirs de Gabrielle Bompard, qui n'ont fait l'objet jusqu'ici que d'une publication partielle, mais ne concernant pas les pages de la période russe du couple. Donc j'ai utilisé pour ma part les chapitres qui jusqu'ici avaient été inexploités par les chercheurs. C'est dans leur intégralité, ces mémoires n'ont jamais fait l'objet d'une publication à caractère public. Il y a, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule version complète imprimée de ces mémoires. C'est une publication familiale privée qui a été réalisée par la famille le Barbier de Blinières et qui sont conservées aujourd'hui aux archives départementales du Morbihan. Donc j'ai mis en regard surtout ces deux types de mémoires. J'ai utilisé évidemment des documents de travail professionnels produits par l'ambassade évidemment de France en Russie à cette période, mais également par le ministère des Affaires étrangères qui permettent de documenter le quotidien du poste. J'ai utilisé un grand nombre d'archives privées, de la correspondance de Maurice Bompard, de Gabrielle Bompard également, puisqu'on conserve un grand nombre de lettres aux archives départementales du Morbihan, toujours écrites de la main de Gabrielle Bompard et envoyées à sa belle-mère, Berthe de Blinières, dans lesquelles Gabrielle Bompard évoque un certain nombre des aspects de la mission de son époux et de son propre séjour en Russie. Alors les nouvelles de famille sont omniprésentes dans cette correspondance, mais on voit que Gabrielle Bompard évoque également des sujets politiques tels que le contexte intérieur russe ou encore la guerre russo-japonaise qui éclate au moment où le couple est en Russie. Ensuite, j'ai également réalisé une analyse assez approfondie de la presse de la Belle Époque, notamment pour me tenir informé des différentes activités mondaines du couple à Saint-Pétersbourg, et puis des documents iconographiques, des photographies de l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg notamment, et puis des documents parfois plus originaux. Alors on vient de vous la présenter, mais oui, l'image qui sert de couverture à cet ouvrage est issue de tablettes de chocolat de la maison Guérin-Boutron, qui servait à fidéliser finalement le consommateur un petit peu à l'image en effet des stars du football aujourd'hui via des vignettes Panini. Donc ça montre un petit peu l'importance sociale que pouvaient revêtir ces diplomates et ces ambassadeurs au tournant du siècle. Alors pour la présentation, je vais réaliser une présentation en 3 parties et je vais m'appuyer sur les 3 parties qui figurent dans l'ouvrage et je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ce qui se trouve dans chacun de ces chapitres. Donc dans une première partie, je vais revenir assez rapidement sur les débuts professionnels de Maurice Bompard, puisque ce personnage ne semblait pas destiné en réalité à devenir diplomate, du moins à s'engager en diplomatie. Il y a été mené finalement par des amitiés, des affinités personnelles. Cette étude me semble nécessaire. On va aborder une période chronologique postérieure. On va étudier ici une période qui se situe avant 1903, mais ça me semble nécessaire pour se familiariser avec le personnage et comprendre comment est-ce qu'il a finalement accédé à l'un des postes les plus illustres de la France au tournant du siècle. Alors tout d'abord, Maurice Bompard est né à Metz en 1854 et il subit dans son adolescence le siège de la ville de Metz durant la guerre franco-prussienne. Et à l'issue de cette guerre, qui est donc perdue par la France et qui se solde par la chute du Second Empire et la mise en place de la Troisième République, la famille Bompard, du moins la mère de Maurice Bompard et ses frères, puisque leur père est mort précédemment en 1866, décide d'opter à partir de 1872, c'est-à-dire de faire le choix de garder la nationalité française et de quitter les territoires annexés par l'Empire allemand, à savoir l'Alsace et la Moselle. Donc la famille s'installe à Paris et Maurice Bompard réalise des études de droit. Il est assez rapidement mis en contact avec Paul Cambon, qui est à cette époque un préfet, qui vient d'être nommé à Lille et qui cherche un chef de cabinet. Et donc, par l'intermédiaire d'un ami commun, Maurice Bompard se retrouve chef de cabinet de Paul Cambon à Lille. Il fait donc son entrée au ministère de l'Intérieur,
à cette préfecture, qui est une préfecture par ailleurs assez importante à cette époque. Et c'est le début d'une grande amitié entre Paul Cambon et Maurice Bompard, qui ne les quittera plus. Maurice Bompard s'affirme en effet comme le principal collaborateur de Paul Cambon, si bien que lorsque Paul Cambon, en 1882, est nommé à la régence tunisienne, régent à Tunis, il demande au ministère des Affaires étrangères de nommer Maurice Bompard à ses côtés. Donc Maurice Bompard bénéficie ici de cette amitié avec Paul Cambon, du moins de cette proximité intellectuelle et professionnelle, pour entrer lui aussi par un glissement de carrière du ministère de l'Intérieur vers le ministère des Affaires étrangères, qui est par ailleurs assez courant à cette époque. Par ce glissement de carrière, il rentre finalement aux Affaires étrangères et il passe 4 ans avec Paul Cambon, aux côtés plutôt de Paul Cambon, à Tunis comme secrétaire général de la Régence, où il s'impose là aussi comme un des éléments indispensables de la politique française en Tunisie à cette époque. Alors la collaboration entre les deux hommes s'interrompt en 1886, lorsque Paul Cambon est nommé ambassadeur de France à Madrid, mais Maurice Bompard profite à ce moment-là de son mariage avec Gabrielle Le Barbier de Blinières pour obtenir son rappel de Tunis. Et donc il est rappelé à Paris, il va ensuite être nommé à Madagascar, puis au Monténégro. Les deux expériences se soldent globalement par des échecs, notamment à Madagascar, où son passage est houleux et où il entre en... il se brouille très clairement avec le ministre des Affaires étrangères. Et en 1893, il est nommé à la direction des affaires commerciales au Quai d'Orsay. Donc 1893, c'est une date importante pour Maurice Bompard, dans la mesure où on observe ici un changement de stratégie de carrière chez ce diplomate, qui jusqu'ici s'était spécialisé dans les affaires coloniales et dans des postes à l'étranger, mais qui, n'ayant pas réussi à obtenir de promotion significative à l'issue de ces deux passages à Madagascar et au Monténégro, décide de rentrer à l'administration centrale, où il a finalement passé assez peu de temps, et de se spécialiser dans les affaires économiques et commerciales. Et c'est à cette direction des affaires commerciales, dont il prend d'ailleurs la direction assez rapidement, qu'il va se démarquer notamment aux yeux du ministre Théophile Delcassé, qui est nommé en 1898, et dont il s'impose, là encore, comme l'un des principaux collaborateurs, si bien que Théophile Delcassé lui promet de le nommer à la tête d'une ambassade, et précisément à la tête de l'ambassade de Madrid. Et c'est là où il y a un nouveau paradoxe où on observe un nouveau paradoxe, c'est que le poste de Saint-Pétersbourg, en fait, n'était absolument pas désiré ni attendu par Maurice Bompard. En 1902, un mouvement diplomatique se prépare au sein du Quai d'Orsay, après la victoire aux élections législatives du Bloc des Gauches, qui cherche à promouvoir des diplomates aux idées républicaines, dont fait partie Maurice Bompard. Et le poste de Madrid se libère. Maurice Bompard est évidemment candidat, mais Jules Cambon, le frère de Paul Cambon, est également candidat à ce poste. Et là, Maurice Bompard se voit barrer la route, en réalité, par celui qui était jusqu'ici son plus fidèle soutien, c'est-à-dire Paul Cambon. Et donc, Théophile Delcassé est bien embêté, il ne peut pas refuser cette nomination au frère Cambon, qui jouissent tout de même d'une certaine influence au Quai d'Orsay à cette époque. Et il propose à Maurice Bompard Saint-Pétersbourg. Mais là encore, il propose Saint-Pétersbourg à Maurice Bompard en dernier recours, parce qu'en réalité, tout le monde a refusé Saint-Pétersbourg avant Maurice Bompard. C'est un poste qui est éloigné, c'est un poste où il fait froid, c'est un poste qui est réputé particulièrement dispendieux d'un point de vue du coût de la vie et du coût de la représentation également. Et finalement, Maurice Bompard, par dépit, par envie de quitter le ministère des Affaires étrangères, où il affirme s'ennuyer à mourir, accepte de se rendre en Russie, mais à contre-cœur. Alors ça n'empêche que cette progression de Maurice Bompard, elle est tout de même extrêmement rapide. Le diplomate a beau être particulièrement déçu de sa nomination à Saint-Pétersbourg, on remarque que sa progression de carrière par rapport aux autres diplomates de la Troisième République est assez rapide. Il accède à une ambassade à un peu plus de 45 ans. C'est un rythme de progression particulièrement rapide, donc sa stratégie de carrière, finalement, s'est avérée payante. Alors, Maurice Bompard dispose de quelques mois pour préparer sa mission. Il est nommé ambassadeur à l'été 1902.
et il ne rejoint son poste qu'en mars 1908. Alors il y a plus de 6 mois en réalité qui s'écoulent entre sa nomination et son envoi. C'est quelque chose qui n'est pas très banal, parce que son prédécesseur en Russie, le marquis de Montebello, est très apprécié, très bien inséré également dans la société russe, dans l'aristocratie russe, et le tsar peine à libérer cet ambassadeur qu'il apprécie énormément. Donc Maurice Bompard doit patienter en attendant à Paris, il s'acclimate à ses nouvelles fonctions, il participe à des soirées dans le monde, il est invité à l'ambassade de Russie, etc. Et puis il tente également il se rend au Quai d'Orsay, il épluche la correspondance du poste diplomatique, il se renseigne sur l'alliance franco-russe et il ne rejoint Saint-Pétersbourg finalement qu'au début de l'année 1903. Voilà donc pour cette progression de carrière, donc, qui, vous l'avez compris, relève de plusieurs paradoxes. Et le premier, j'insiste dessus, c'est que Maurice Bompard n'envisageait pas de se rendre à Saint-Pétersbourg. Il envisageait véritablement d'être nommé à la tête d'une ambassade importante, mais il n'envisageait absolument pas Saint-Pétersbourg. Alors dans une deuxième partie, on va s'intéresser justement à ce poste de Saint-Pétersbourg et aux modalités concrètes, pratiques d'exercice de la mission du diplomate, en nous appuyant sur différents acteurs qui animent cette mission. Alors l'ambassadeur en premier lieu évidemment, mais également l'ensemble des collaborateurs qui l'aident à déployer cette mission. On s'intéressera aussi à Gabriel Bompard et puis également au cadre de cette mission qu'est l'ambassade de France et l'hôtel Pachkov. Alors à l'ambassade de Saint-Pétersbourg, à cette époque, on compte une équipe de diplomates d'environ 7 à 8 personnes, auxquelles il faut ajouter un attaché militaire et un attaché naval. Alors le poste, bien qu'il s'inscrive dans le contexte de cette alliance franco-russe, donc il y a des liens particuliers qui sont tissés entre la France et la Russie, mais ce poste ne bénéficie pas d'avantages particuliers de la part de l'administration. L'enveloppe est certes un peu plus élevée pour les frais de représentation que dans d'autres postes, mais par exemple, en ce qui concerne les effectifs sont moins importants par exemple que pour une ambassade comme Vienne ou pour Londres à la même époque. Alors je vais m'intéresser dans un premier temps au rôle de l'ambassadeur, de Maurice Bompard. Sa mission peut se décomposer en trois points: représenter, communiquer et informer, et négocier. Alors je vais commencer par la fonction de représentation. Maurice Bompard a pour mission de représenter son gouvernement auprès d'un gouvernement étranger, à savoir le gouvernement russe, et pour cela, il représente officiellement l'État français auprès d'un certain nombre de ministres et de dignitaires d'empire. Alors je vous ai mis ces principaux interlocuteurs à l'écran. Le principal étant bien sûr le ministre des Affaires étrangères. Alors ils sont 2 à se succéder à ce poste durant sa mission. Il s'agit de Lambsdorff et Dysvolsky, ils sont sur la gauche. Et Maurice Bompard, pour entrer en contact avec eux de manière officielle, dispose d'une audience hebdomadaire. Donc toutes les semaines, il se rend au ministère des Affaires étrangères russe, c'est le mercredi, et il discute des affaires en cours avec ces 2 personnages. Il peut aussi demander une audience particulière au tsar Nicolas II, mais Maurice Bompard ne le rencontre qu'à une petite dizaine de reprises au cours de son séjour. Il se garde en réalité d'abuser de cette pratique exceptionnelle, qui est une pratique qui est utilisée qui est permise à tous les ambassadeurs, mais qui est assez exceptionnelle. Et par ailleurs, Nicolas II se tient aussi assez à l'écart finalement du monde diplomatique. Alors une fois que Maurice Bompard a recueilli un certain nombre d'informations, il communique avec le Quai d'Orsay pour transmettre ces informations à son gouvernement. Il peut utiliser plusieurs procédés. Le premier, c'est le plus classique, je dirais, c'est la dépêche diplomatique, qui est l'exercice noble de la diplomatie. C'est un écrit qui est très stylisé, qui est souvent long, et c'est un écrit surtout qui est apprécié par les diplomates et qui semble apprécié également par Maurice Bompard, dans lesquels il fait preuve d'un certain style et dans lesquels aussi il s'adonne à des réflexions géopolitiques. Il réfléchit aux différentes relations entre les pays. Et ces dépêches sont envoyées par la valise diplomatique qui passe tous les 15 jours à Saint-Pétersbourg. Donc pour communiquer de manière urgente avec le ministère des Affaires étrangères quand c'est nécessaire, Maurice Bompard a également recours au télégramme. C'est une des innovations de la fin du XIXe siècle et qui fait son apparence, qui s'impose du moins dans le quotidien diplomatique à cette période, qui permettent, eux, de transmettre des informations de manière très rapide. C'est une
communication qui est extrêmement courte, qui pour le coup est sans style, qui est un parfait antagoniste, je dirais, en cela, à la dépêche diplomatique. Et on voit que Maurice Bompard y recourt plutôt fréquemment, notamment pour transmettre des informations durant la guerre russo-japonaise. Donc j'ai dressé quelques statistiques. On voit un pic de données pour les télégrammes aux années 1904 et 1905 qui correspondent en réalité aux années de la guerre russo-japonaise, lorsque l'ambassade doit communiquer beaucoup plus rapidement avec le Quai d'Orsay. Alors ensuite, Maurice Bompard peut également communiquer de vive voix, évidemment, avec ses ministres, et ses retours à Paris, justement, sont assez fréquents, puisque durant sa mission en Russie, Maurice Bompard passe 75% du temps en Russie et 25% du temps à Paris. Donc c'est tout de même un quart du temps global de sa mission qui est passé à Paris pour profiter de congés, mais ces congés servent également toujours à rencontrer le ministre des Affaires étrangères, le président du Conseil, et également ses différents collègues lorsqu'ils rentrent en même temps à Paris. Donc ces retours sont finalement assez fréquents. Alors ensuite, aux côtés de l'ambassadeur, il y a un conseiller d'ambassade qui lui est un adjoint au chef de poste. Il dispose, comme l'ambassadeur, d'un bureau personnel à l'ambassade de France, et il réalise des tâches qui sont assez importantes également. Il est chargé parfois de la rédaction de certains rapports, de certaines dépêches, donc des documents officiels qui sont voués à être expédiés ensuite au ministère des Affaires étrangères. Mais la tutelle finalement l'autorité, je dirais, de l'ambassadeur sur ce conseiller d'ambassade ne disparaît jamais véritablement. Si on prend un exemple de dépêche diplomatique rédigée au brouillon par Adolphe Boutiron, qui est le premier conseiller d'ambassade de Maurice Bompard, on se rend compte que les interventions réalisées par Maurice Bompard sur le document sont omniprésentes. Alors je vous ai encadré en bleu ce qu'a rédigé le conseiller d'ambassade, et je vous ai encadré en rouge ce qu'a notifié Maurice Bompard sur la dépêche. Je crois que c'est assez éloquent. La dépêche a été complètement remaniée par Maurice Bompard. Alors ce sont des réflexions parfois pointues, de fond, mais ça concerne aussi la forme. Donc voilà, Maurice Bompard finalement surveille, je dirais comme tout ambassadeur, également le travail de ses différents collaborateurs, et le conseiller d'ambassade ne sort jamais vraiment de ce rapport de suggestion envers l'ambassadeur, si ce n'est quand l'ambassadeur s'absente et qu'il doit prendre le relais et s'affirme comme la seule figure d'autorité au sein de l'ambassade. Alors ensuite, à l'ambassade, il y a théoriquement un secrétaire de chaque classe. Alors je dis théoriquement parce que c'est ce qu'on trouve dans les cadres du Quai d'Orsay, enfin dans les règlements du Quai d'Orsay, mais en réalité, cette distinction entre les secrétaires de différentes classes n'est pas toujours respectée. Il y a parfois plusieurs secrétaires de deuxième classe qui se côtoient, parfois plusieurs de troisième classe, etc. Mais globalement, on compte toujours 3 secrétaires d'ambassade à l'ambassade de Saint-Pétersbourg sous Maurice Bompard. Et progressivement, Maurice Bompard tente aussi de choisir ses recrues et de faire venir à Saint-Pétersbourg des diplomates qu'il connaît, qu'il a pu rencontrer au Quai d'Orsay, avec lesquels il a déjà aussi pu collaborer à Madagascar notamment. Et il fait le choix, par exemple, en 1906, de son conseiller d'ambassade, et il choisit un diplomate qu'il connaît bien, qui s'appelle André de Panafieux, qui était sous ses ordres déjà à Madagascar. Et bien la même chose s'applique pour les secrétaires d'ambassade, et il cherche aussi à s'entourer de diplomates doués dans les questions économiques, dans les affaires économiques, mais également dans les questions asiatiques, et c'est par hasard évidemment dans le cadre des relations économiques et des emprunts franco-russes notamment, et également dans le cadre de la guerre russo-japonaise qui éclate au même moment. Alors ces agents réalisent des tâches très diverses. Ils s'occupent du chiffrement et du déchiffrement des télégrammes, ils s'occupent de la revue de presse parfois, ils rédigent quelques rapports économiques, ils participent à certains voyages organisés par Maurice Bompard dans l'Empire des Tsars, ils participent à certaines négociations aussi. Maurice Bompard est chargé en Russie de négocier un nouvel accord de commerce avec la Russie, et certains de ses secrétaires se démarquent a priori durant ces négociations. Et enfin, ils tiennent également les archives du poste, ce qui n'est pas rien. Je n'aurais sans doute pas pu faire cette étude sans ce travail de conservation des archives. Donc en somme, les activités que réalisent ces secrétaires sont essentielles au fonctionnement d'une ambassade, et même si finalement ces secrétaires d'ambassade sont voués à changer de poste assez rapidement, alors que Maurice Bompard, lui, s'inscrit dans la durée, je dirais, envisage sa mission du moins sur un terme bien plus long que ces secrétaires d'ambassade qui engrangent de l'expérience et qui changent de poste à une cadence relativement rapide. Enfin,
à la base de cette hiérarchie diplomatique, on trouve un attaché d'ambassade. Alors là, c'est un poste véritablement d'observation et de formation. Et on conserve un témoignage assez important de François Charleroux, alors qui sera nommé ambassadeur durant les années 1920-1930, notamment en Tchécoslovaquie et auprès du pape, donc il fera une grande carrière de diplomate. Et François Charleroux était justement attaché d'ambassade sous Maurice Bompard, et il a publié en 1956 des souvenirs de sa carrière diplomatique, dans lesquels il évoque justement son rôle d'attaché d'ambassade auprès de Maurice Bompard. Et donc il évoque ses sorties dans le monde, il évoque ses sorties dans les principaux salons de l'aristocratie russe, il évoque ses activités de chiffrement et de déchiffrement des télégrammes qui lui causent bien des soucis. Il évoque aussi la rédaction de certaines chroniques pour le journal des débats, ce qui souligne là encore l'importance de la presse à cette époque, qui se passionne pour les affaires internationales. Donc c'est une archive que j'ai beaucoup utilisée pour documenter ce rôle d'attaché d'ambassade. Et enfin, l'équipe de l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg dispose de 2 attachés militaires et navals. C'est la mission militaire de l'ambassade de France, qui n'est pas sans importance évidemment dans le cadre de l'alliance franco-russe, d'autant plus que Maurice Bompard, l'ambassadeur lui-même, n'est pas un militaire, et donc il a besoin d'être épaulé de manière spécifique par des agents compétents dans ce domaine. Alors l'attaché militaire, il est spécialement accrédité en Russie, c'est son seul poste. Il s'agit de Louis-Étienne Moulin, en poste à Saint-Pétersbourg depuis 1881, parlant le russe, marié à une russe, très ancré dans les milieux aristocratiques russes, dans les milieux de la cour aussi. Donc c'est un personnage vraiment central de l'ambassade à cette époque. Et l'attaché naval change à 3 reprises. Alors le premier, Armand de Cuverville, trouve la mort malheureusement en 1904 durant une mission que lui avait confiée l'ambassade. Est-ce que ça marche? Oui. Alors Armand de Cuverville, qui trouve la mort en 1904 lors d'une mission à l'étranger à Port-Arthur, justement dans le cadre de la guerre russo-japonaise. Il était missionné pour suivre l'évolution du contexte sur place, et il finit par trouver la mort de manière suspecte. Et donc ensuite, il est remplacé, mais c'est un événement qui affecte tout de même l'ambassade de France. Et cet attaché militaire a une particularité, c'est qu'il n'est pas accrédité uniquement en Russie, mais dans toutes les puissances d'Europe du Nord. Mais cela crée quelques tensions entre les postes, puisque son bureau est situé à Saint-Pétersbourg et que, en réalité, cet attaché naval ne quitte quasiment jamais Saint-Pétersbourg. Alors les autres chefs de légation réclament la présence de cet attaché naval régulièrement auprès d'eux, mais a priori il ne s'y rend jamais, ou du moins très rarement, ce qui suscite une forme d'agacement chez les autres agents, les autres chefs de poste. Donc finalement, on le voit, au début du XXe siècle, le métier de diplomate repose également sur la complémentarité qui peut exister et la collaboration entre les agents de cette équipe diplomatique, même s'il existe une hiérarchie qui est très claire, à la tête de laquelle se trouve l'ambassadeur, qui n'est pas la seule figure d'autorité au sein de l'ambassade, mais qui est la principale figure d'autorité. Tous ces personnages, tous ces agents mettent en œuvre finalement la mission qui est dévolue à l'ambassadeur, qui est le seul personnage à avoir reçu une mission officielle de la part du gouvernement français avant de se rendre en Russie. Voilà, dans l'ensemble, le fonctionnement semble plutôt harmonieux à l'ambassade. Alors il y a un cas de tension entre Maurice Bompard et un secrétaire d'ambassade, mais finalement Maurice Bompard arrive à obtenir son renvoi de Saint-Pétersbourg assez rapidement. Mais sinon, tout semble plutôt bien se passer, d'autant plus que, je le soulignais tout à l'heure, mais Maurice Bompard s'entoure en fait assez rapidement de personnages diplomatiques, soit qu'on lui conseille, soit qu'il connaît déjà et avec lesquels il a déjà travaillé. Alors j'en viens à Gabrielle Bompard, puisqu'en marge des diplomates, une femme se démarque. Elle se démarque parce qu'elle vit à l'ambassade de France, parce qu'elle côtoie les diplomates, parce qu'elle côtoie également les mêmes interlocuteurs qu'eux, et parce qu'elle entretient évidemment une relation de proximité et d'intimité avec l'ambassadeur.
Alors je ne reviens pas sur les archives que j'ai utilisées pour documenter son séjour, je les ai déjà évoquées tout à l'heure en introduction, mais je reviens par contre sur son statut, qui est un statut assez ambigu, parce que Gabrielle Bompard n'est absolument pas, pour le coup, à l'inverse des autres collaborateurs, n'est pas missionnée par le Quai d'Orsay. En fait, elle se rend en Russie en qualité de son statut d'épouse d'ambassadeur, mais elle rencontre tout de même l'ensemble de la famille impériale de Russie dans les premiers jours, dans les jours qui suivent son arrivée. Donc il y a une forme de reconnaissance officieuse de ce statut un peu particulier de l'ambassadrice de France, qui est un statut qu'on pourrait qualifier de quasi-officiel, puisqu'elle vit dans des cercles officiels, elle côtoie des membres de l'aristocratie, des membres de la cour impériale, parfois même des ministres avec lesquels elle se lie d'amitié. C'est le cas du ministre de la Guerre, par exemple, Alexei Kuropatkin. Mais surtout, elle sait tirer profit de son statut d'épouse d'ambassadeur pour participer, elle aussi, au rayonnement de la France à l'étranger à cette période. Alors son quotidien est très réglé, elle l'évoque dans ses souvenirs. Alors le matin est consacré à des activités de maîtresse de maison, elle donne ses consignes au personnel. Je trouve ça assez intéressant parce que finalement on voit que l'épouse de l'ambassadeur est aussi une figure d'autorité au sein de l'ambassade, alors vers un personnel très différent, vers les domestiques, mais elle fait figure aussi d'autorité aux côtés de son époux. Ça donne aussi à des activités de rédaction du courrier, vous avez compris qu'elle écrit beaucoup, elle réalise quelques courses, elle nous raconte dans ses mémoires qu'elle aime beaucoup aller acheter des fleurs pour décorer l'ambassade, elle réalise quelques visites aussi puisqu'elle reçoit les hôtes français qui se rendent en Russie à l'ambassade et elle les emmène notamment découvrir les galeries du musée de l'Ermitage qui se situe au Palais d'Hiver, puisque Gabrielle Bompard est une passionnée d'art. Elle y a été initiée notamment par son grand-père, c'est une artiste également. Elle a signé quelques aquarelles et quelques bustes. Je crois que vous conservez un buste également aux archives du ministère des Affaires étrangères, signé de Gabrielle Bompard lorsqu'ils étaient à Madagascar. Alors ensuite, cette matinée étant passée, elle déjeune en famille à l'ambassade, aux côtés des diplomates là aussi, et l'après-midi est vouée à réaliser des réceptions, des visites dans la capitale. Alors je le disais tout à l'heure, elle côtoie un certain nombre de notabilités du monde russe à cette époque, par exemple la comtesse Klein-Michel, la comtesse Palen, la comtesse Paolucci, qui tiennent toutes des salons assez importants à Saint-Pétersbourg à cette époque, qui permettent d'ailleurs à Gabrielle Bompard parfois de glaner des informations assez intéressantes qu'elle peut ensuite relayer à son époux ou aux diplomates. La soirée ensuite est occupée par diverses sorties au théâtre, aux opéras ou à des réceptions, des invitations. Alors à cet égard, l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg dispose d'une loge spécifique au théâtre français de Saint-Pétersbourg, qui est le théâtre Marie, auquel Maurice Bompard et Gabrielle Bompard aiment se rendre. Alors vous l'avez certainement compris, mais cette épouse de diplomate joue un rôle très particulier dans la représentation de la France en Russie et dans tout le volet mondain de cette ambassade. Elle organise pour le compte de l'ambassade de France des soirées tous les lundis à l'ambassade. Alors c'est un calendrier qui est extrêmement réglé au sein du corps diplomatique. Chaque ambassade reçoit un soir dans la semaine. L'ambassade de France reçoit tous les lundis soirs le corps diplomatique. C'est des soirées que je dirais qui sont plutôt conviviales, intimes du moins, avec des collègues ou des homologues étrangers. Mais Gabrielle Bompard organise aussi des soirées de gala à caractère pour le coup vraiment exceptionnel. Je prendrai un exemple. C'est une soirée qu'elle organise en mars 1907, qui est un spectacle de chant et de danse française du XVIIe siècle, pour lequel Gabrielle Bompard fait appel à un grand nombre d'artistes réputés à Saint-Pétersbourg et réputés dans l'Europe entière. Je vous les ai mis à l'écran. Il s'agit de Léon Bakst, qui est un peintre qui accepte de décorer les salons de l'ambassade de France pour Gabrielle et Maurice Bompard. Et il s'agit également de Adélaïde Bolska, Wanda Landowska, Olga Preobrazhenskaya, qui sont des artistes qui se produisent sur les principales scènes européennes à cette époque et sur les principales scènes pétersbourgeoises également. Donc ce sont des chanteuses, c'est un spectacle de danse, de chant, qui tout se passe à merveille. Le correspondant du Figaro à Saint-Pétersbourg évoque le rayonnement de l'ambassade de France grâce à Gabrielle Bompard dans les colonnes du journal. Et finalement, Gabrielle Bompard véritablement participe au rayonnement culturel de l'ambassade de France à l'étranger grâce notamment à travers l'organisation de ces différentes réceptions à l'ambassade qui donnent une véritable visibilité à l'ambassade de France et qui rejaillissent également sur l'ambassadeur. Mais la représentation n'est pas le seul domaine dans lequel Gabrielle Bompard
s'illustre, puisque durant la guerre russo-japonaise, elle va mettre sur pied un ouvroir à destination des veuves et des orphelins de guerre russes. Alors pour cela, elle va d'abord publier un article qui est relayé par l'ensemble des organes de presse français à cette époque, le Figaro, le Temps, le Matin par exemple, dans lesquels elle appelle les Français à lui faire parvenir des objets, des habits pour les expédier ensuite elle-même à travers l'Empire des Tsars. Alors cet ouvroir est organisé à la fois à Paris et à Saint-Pétersbourg. À Paris, elle met en place un comité des dames en partenariat avec la Croix-Rouge, qui est animé par des amis à elle ou des membres de sa famille, qui est installé dans l'appartement parisien du couple Bompard et qui réceptionne donc ces objets avant de les expédier à Saint-Pétersbourg, où vous le voyez sur la photographie, ils sont entreposés dans les salons de l'ambassade du premier étage, qui sont assez peu utilisés durant la guerre russo-japonaise, et qui permettent d'entreposer donc ces colis et de les expédier ensuite à travers la Russie. Cette entreprise est un véritable succès puisque Gabriel Bompard parvient à envoyer des dizaines de milliers d'objets à travers la Russie pour une somme qui dépasse le million de francs. C'est une somme qui est plus importante, par exemple, que la somme déboursée par le gouvernement français pour acheter l'ambassade de France quelques années plus tôt à Saint-Pétersbourg. Donc c'est vraiment une action qui connaît un véritable succès, à la fois auprès du public et auprès des personnages de la famille impériale, qui rendent visite à Gabriel Bompard à l'ambassade de France pour prendre connaissance de son ouvroir, la remercier, etc. Et surtout, Gabriel Bompard utilise des techniques de communication qui sont assez novatrices pour une femme à cette époque. Elle correspond avec le correspondant du Figaro, enfin elle correspond à l'entretien des relations extrêmement étroites avec le correspondant du Figaro à Saint-Pétersbourg, qui relaie lui-même dans une chronique l'ensemble de l'activité de Gabriel Bompard, donc pour essayer justement d'inciter le lectorat français à lui faire parvenir des objets, et puis également pour témoigner de l'engagement de cette femme auprès de son époux, d'autant plus que la France s'est déclarée neutre dans ce conflit. C'est là où c'est intéressant, c'est que Gabriel Bompard, finalement, incarne sans doute davantage que son époux et davantage que les diplomates à cette période, l'amitié franco-russe. La France est dans une position de neutralité, ce qui lui est d'ailleurs reproché régulièrement par le gouvernement russe, mais Gabriel Bompard parvient à réaffirmer cette amitié entre les deux peuples par la voie philanthropique, humanitaire, qui sont des terrains qui sont par ailleurs assez peu investis par les diplomates eux-mêmes. Donc ici, l'épouse de l'ambassadeur s'impose comme une collaboratrice de l'ambassadeur, mais une collaboratrice qui est également complémentaire des autres collaborateurs de Maurice Bompard, puisqu'elle investit des domaines différents et qu'elle agit auprès d'un public également qui est différent, auprès de la société civile en l'occurrence. Donc Gabriel Bompard, à travers cet exemple, je crois, a parfaitement servi les intérêts de la France en Russie, aux côtés des diplomates et en marge d'eux. Et cet exemple permet aussi d'insister sur le fait que les femmes incarnent également cette relation franco-russe et peuvent incarner aussi des relations bilatérales. Et cette photo qui est dans l'ouvrage par ailleurs, je l'aime beaucoup parce qu'on voit Gabriel Bompard qui se tient au milieu justement de ces salons de l'ambassade et qui prend possession véritablement d'un lieu qui habituellement est incarné, animé également par des hommes. Donc voilà, Gabriel Bompard a véritablement défendu les intérêts français en Russie du fait de son statut quasi officiel, comme je le disais tout à l'heure. Alors la transition est toute trouvée avec l'ambassade. On parlait à l'instant des salons de réception de l'ambassade de France. Cette ambassade de France, elle a été achetée par le gouvernement français en 1890. S'il s'agit de l'hôtel Pachkov, c'est le nom qu'on lui donne, c'est le nom de la famille à laquelle le gouvernement français a acheté l'hôtel. Et d'un point de vue extérieur, cette ambassade n'a rien de très exceptionnel. Disons, si on les compare notamment à d'autres ambassades de la France à la même époque, je pense notamment à l'ambassade de France à Rome, par exemple. Donc c'est une façade qui est assez austère, en somme, mais par contre, les intérieurs sont extrêmement richement décorés. Cet intérieur, il est organisé sur 3 niveaux. Le rez-de-chaussée est le lieu de travail des diplomates. C'est là où sont situés les bureaux des différents diplomates et notamment de l'ambassadeur. Alors, on n'a malheureusement pas de photos pour en témoigner.
Et ensuite, on rejoint par un escalier d'honneur, là où on a des photographies, la salle de bal et le premier étage qui est complètement consacré au domaine de la représentation, qui est très décoré par des tapisseries des Gobelins, par exemple, par également des biscuits de Sèvres, par des objets qui appartiennent tous à l'État, en réalité. Alors après cette salle de bal, on trouve plusieurs salons en enfilade, qui permettent aussi le temps, durant les soirées, de s'éclipser et de se mettre à l'abri des regards, parfois également, ou pour pouvoir discuter de manière plus intime. On trouve aussi des salles à manger, une petite salle à manger qui peut recevoir quand même jusqu'à 40 convives, une grande salle à manger qui peut en recevoir jusqu'à 120. Donc des espaces assez spacieux, pour le coup, qui permettent de recevoir l'aristocratie russe dans de bonnes conditions. Le deuxième étage, lui, il est consacré à la vie de famille, à l'intimité familiale. C'est là où on trouve les différentes salles d'eau et les chambres de l'ambassadeur et de sa famille, mais on ne dispose pas, malheureusement, de photographies de ces appartements. J'insiste aussi très rapidement sur les sous-sols de l'ambassade, puisque des personnes vivent au sous-sol également de l'ambassade. Il s'agit des domestiques qui vivent par ailleurs dans des conditions assez insalubres, puisque l'ambassade de France est installée le long du fleuve Neva, qui déborde très régulièrement à Saint-Pétersbourg et qui donc finit par déborder dans les sous-sols, et cela cause plusieurs épidémies de choléra chez le personnel de l'ambassade de France, y compris chez Maurice Bompard, qui lui aussi a la santé plutôt fragile et qui contracte plusieurs grippes assez sévères durant son séjour en Russie. Alors derrière le faste apparent de ces salons, il n'empêche que l'état matériel de l'ambassade est particulièrement mauvais. Maurice Bompard évoque à plusieurs reprises dans son courrier les problèmes de chauffage, puisque le chauffage est assuré par d'énormes calorifères qui manquent de très peu de déclencher un incendie à plusieurs reprises, et notamment d'asphyxier la propre fille de Maurice Bompard, Marcel Bompard. Alors j'y reviendrai, c'est la seule à avoir accompagné ses parents en Russie. Ils avaient 2 enfants, le jeune Henri Bompard était resté à Paris pour poursuivre sa scolarité. Mais voilà, Bompard insiste très régulièrement sur les conditions matérielles de son ambassade, qui sont d'après lui déplorables. Et Théophile Delcassé, qui sera nommé ambassadeur quelques années après lui, déplorera lui-même l'état tellement délabré, pour reprendre ses mots, et défraîchi de l'ambassade lorsqu'il découvrira les salons de l'hôtel Pachkov, alors même que sous Maurice Bompard, quasi 150 000 francs avaient été dépensés par le gouvernement français pour essayer de remettre à neuf les éléments qui en avaient besoin. Alors dans tout ce faste déployé, finalement, la vie de famille est assez difficile. Et Maurice et Gabriel Bompard le soulignent très régulièrement. Ils ont beaucoup de mal à s'approprier en réalité des lieux aussi spacieux et des lieux qui sont parfois très impersonnels, puisque tous ces objets ne leur appartiennent pas, mais appartiennent à l'État. Alors ils tentent tout de même de s'approprier ces lieux en faisant réaliser un tableau à l'ambassade de France en 1904. Ils font appel au peintre Georges Becker, qui est un peintre assez réputé à Saint-Pétersbourg à cette époque. Ce tableau, il représente le mariage entre le roi de France Henri Ier et la princesse Anne de Kiev, qui a été célébré en 1051. Et ce qui est intéressant, c'est que pour représenter la princesse Anne de Kiev, Maurice et Gabriel Bompard demandent au peintre d'utiliser les traits de leur fille, Marcel Bompard, qui est auprès d'eux. Et donc, on le voit, il y a une véritable tentative d'incarnation, là pour le coup au sens littéral du terme, de la relation franco-russe par la famille Bompard. Alors j'aurais aimé vous présenter ce tableau, malheureusement je ne l'ai jamais vu, parce qu'il a à mon avis disparu. J'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de le retrouver. J'ai jamais réussi à mettre la main dessus. J'ai bien peur qu'il ait finalement disparu lors du déménagement hâtif de l'ambassade durant la révolution bolchevique de 1917. Et voilà, je trouve que c'est un exemple assez intéressant qui montre comment un diplomate, du moins une famille, essaye de s'approprier les lieux et également d'incarner des relations bilatérales. Donc dans une troisième et dernière partie, je vais m'intéresser justement à ces relations bilatérales plus précisément, en axant ma présentation sur le rôle géopolitique de Maurice Bompard à Saint-Pétersbourg, en essayant de répondre à ces différentes questions. Comment Maurice Bompard conçoit-il l'alliance franco-russe à cette période et comment est-ce qu'il la met en pratique?
Alors à cette période, plusieurs crises internationales surviennent, notamment la guerre russo-japonaise qui éclate dès 1904, et les événements de nature révolutionnaire ou pré-révolutionnaire qui ont lieu en Russie à partir de 1905 déstabilisent le pouvoir intérieur russe et bouleversent également la mission de Maurice Bompard. Alors dans un premier temps, j'insisterai sur le fait que Maurice Bompard est l'héritier de l'alliance franco-russe. Elle a été négociée et conclue sous son prédécesseur, Montebello. Cette alliance, elle prévoit l'intervention de la France et de la Russie de manière armée face à un ennemi commun, qui est identifié dans les textes du traité comme étant l'Allemagne en particulier. Cette alliance est censée faire contrepoids à une autre alliance en Europe, qui est la Triplice, qui, elle, réunit l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Donc Maurice Bompard arrive à Saint-Pétersbourg comme l'héritier de cette alliance qu'il doit mettre en œuvre et incarner. Mais en 1903, lorsque Maurice Bompard arrive en Russie, le contexte est extrêmement tendu puisque la Russie et le Japon sont aux prises en Extrême-Orient. Ces deux puissances tentent d'affirmer leur dessein en Mandchourie notamment, et Maurice Bompard remarque immédiatement que les Balkans, qui sont la zone d'influence naturelle, historique, disons, de la Russie, désintéressent en réalité le tsar et son administration, et que ceux-ci portent de plus en plus leur regard en Extrême-Orient. Si on prend les premières dépêches de Maurice Bompard, on le voit, le 26 février 1903, donc quelques jours seulement après son arrivée en Russie, il indique que l'intégrité de l'Empire ottoman, donc dans les Balkans, n'a pas de partisans plus convaincus que la Russie, donc elle ne cherche pas à agir dans cette zone, mais plutôt de se concentrer sur ces entreprises asiatiques, au point d'affirmer, dès août 1903, qu'il n'y a plus de slavophiles en Russie. Donc la situation entre le Japon et la Russie débouche assez rapidement sur une guerre qui éclate dès février 1904 et qui se poursuit jusqu'en septembre 1905. Alors cette guerre, elle est vue d'un très mauvais œil par Maurice Bompard et par les diplomates français en général, parce que en réalité, elle affaiblit l'alliance franco-russe, puisque la Russie concentre ses troupes en Extrême-Orient plutôt que sur sa frontière avec l'Allemagne. Donc Maurice Bompard et Théophile Delcassé étudient à plusieurs reprises la possibilité de proposer la paix au tsar et à son administration, mais ils ne trouvent jamais vraiment d'ouverture, parce qu'en réalité, bien que l'ensemble des diplomates français, y compris Maurice Bompard à cette époque, désirent voir la Russie s'engager dans un protocole de paix, personne à l'ambassade de France n'ose véritablement se mouiller et proposer au tsar une paix qui promet d'être en réalité assez déshonorante, étant donné que la Russie est complètement défaite, à la fois sur terre et sur mer. Donc finalement, la diplomatie française n'interviendra jamais véritablement, et je dois dire à cet égard que Maurice Bompard semble avoir freiné Théophile Delcassé dans ses velléités de proposer la paix. À plusieurs reprises, Théophile Delcassé demande à Maurice Bompard d'étudier les possibilités de proposer la paix au tsar, et à chaque fois, Maurice Bompard explique qu'il n'est pas temps de proposer cette paix, et qu'il serait extrêmement malvenu d'en parler au tsar. Donc la paix est signée sous les auspices des États-Unis, alors même que Maurice Bompard se montrait assez condescendant envers les diplomates américains qui tentaient de proposer la paix justement au tsar à cette même période. Il disait que M. Roosevelt, donc le président des États-Unis à cette époque, n'enfoncera pas avec son big stick la porte de Tsarskoye-Selo. Tsarskoye-Selo, c'est l'un des principaux lieu de résidence du tsar à cette époque. Et il n'empêche que cette paix est signée sous les auspices des États-Unis en 1905. Cette paix, elle est extrêmement bien accueillie en France et par les diplomates français, mais je le disais tout à l'heure, elle affaiblit grandement l'alliance franco-russe, puisqu'en réalité, les clauses militaires qui lient la France à la Russie sont quasiment caduques dès 1905, et là, Maurice Bompard et son attaché militaire, Louis-Étienne Moulin, dressent un constat qui est similaire, c'est que la Russie est incapable de jouer son rôle de revers face à l'Allemagne en cas de guerre en Europe. On nous dit dans les différentes dépêches que l'armée russe n'est même pas en état de donner ce qu'on attendrait d'elle, c'est-à-dire une tactique défensive. Enfin bref, les documents sont extrêmement pessimistes envers cette alliance franco-russe, militaire du moins,
qui perd aussi en efficacité diplomatique. Et on le voit notamment dans la crise qui succède, qui se superpose même à la guerre russo-japonaise, qui est la crise marocaine, lors de laquelle l'Allemagne tente de contester les prétentions françaises sur le Maroc à partir de 1905. Eh bien, la France peine à brandir cette menace d'une intervention potentielle armée conjointe entre la France et la Russie face à l'Allemagne pour essayer de faire céder l'Allemagne sur ses prétentions. Donc finalement, sous Maurice Bompard, cette alliance franco-russe est en partie dysfonctionnelle, du moins est particulièrement affaiblie par la guerre russo-japonaise, à un tel point que les considérations économiques entre les deux pays, financières notamment, semblent peser pour beaucoup plus lourd que les engagements militaires des deux parties. Alors, durant tout son séjour en Russie, Maurice Bompard et ses collègues de l'ambassade de France veillent aussi à contrecarrer l'influence allemande et austro-hongroise en Russie, car ils craignent en fait que la Russie ne se tourne de nouveau vers l'Allemagne, qui est son ancien allié, et ne renoue une nouvelle alliance avec elle. Or, pour Maurice Bompard, la poursuite de bonnes relations entre l'Allemagne et la Russie est une faiblesse pour l'alliance franco-russe dont il faut se préserver. Mais il y a une réelle crainte chez les diplomates français qu'une nouvelle alliance des trois empereurs, entre les empereurs d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne et de Russie, ne revoit le jour. Et cette expression apparaît très fréquemment dans les différentes dépêches diplomatiques des diplomates. Prononcer le mot d'alliance des trois empereurs serait sans doute un peu prétentieux, dit Bouttiron, qui est à cette époque le conseiller d'ambassade de Bompard, mais ces considérations sont de nature à nous préoccuper. Donc voilà, c'est une véritable crainte qui est en réalité justifiée, puisque en 1905, Guillaume II et Nicolas II, empereurs de Russie et d'Allemagne et de Russie, signent un traité militaire à Björkö, dans les eaux finlandaises, un traité militaire qui est donc contraire aux engagements russes envers la France, que les ministres du Tsar parviennent à faire annuler dans le secret par ailleurs de l'ambassade de France. Maurice Bompard ignore ces tractations diplomatiques entre l'Allemagne et la Russie, mais l'alliance franco-russe aurait donc pu également sombrer sous l'ambassade de Maurice Bompard. Donc il y a une réelle crainte envers l'activité diplomatique des diplomates allemands et austro-hongrois chez Maurice Bompard et chez ses collègues à cette période. Donc pour se prémunir d'un tel rapprochement entre l'Allemagne et la Russie, Maurice Bompard conseille d'engager la Russie du côté de l'Angleterre, d'autant plus que la France, sous Théophile Delcassé, se tourne elle-même de plus en plus du côté de la Manche jusqu'à la conclusion de l'entente cordiale en 1904. Alors à cet égard, Maurice Bompard est l'un des principaux partisans d'une politique franco-anglo-russe au sein du Quai d'Orsay, et il encourage à maintes reprises dans ses dépêches, dans ses courriers personnels, ses amis et collègues, Théophile Delcassé et Paul Cambon, d'agir pour un rapprochement franco-russe. Pourtant, le rapprochement franco-russe, en réalité, complique la mission de Maurice Bompard, puisque la France est mise en porte-à-faux, en quelque sorte, envers la Russie. Elle est prise entre son amitié avec la Grande-Bretagne et de l'autre côté son alliance avec la Russie, ce qui suscite aussi quelques suspicions du côté du tsar. Et donc Maurice Bompard conseille tout simplement de se faire le chantre du rapprochement entre l'Angleterre et la Russie. Et cet aspect, il est présent dans des dépêches de Maurice Bompard avant même la conclusion de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Moi, je prends un document comme exemple, l'entente cordiale, qui est actuellement pour nous une faiblesse, car elle nous rend suspects, doit devenir entre nos mains une force. C'est la condition sine qua non de notre succès. En fait, Maurice Bompard a peur que l'alliance franco-russe finisse par péricliter si l'Angleterre et la Russie ne normalisent pas leurs relations. Et de fait, l'Angleterre et la Russie entretiennent des relations extrêmement tumultueuses en Asie centrale, notamment pour des questions coloniales. Alors pour encourager l'Angleterre et la Russie à se rapprocher, Maurice Bompard va collaborer avec ses homologues britanniques, sur place. Il va d'abord collaborer avec Sir Charles Hardinge, auquel il conseille sans cesse
dater les négociations anglo-russes et qui l'engage à faire preuve de plus de dynamisme aussi dans les négociations. Et ça, on le voit dans les documents de Sir Charles Hardinge, qui dit à son propre ministre des Affaires étrangères que Bompard lui a bien fait comprendre que l'attitude qu'il allait adopter lui-même envers le tsar conditionnerait les relations entre l'Angleterre et la Russie pour les 25 prochaines années. Donc en réalité, Maurice Bompard se montre très insistant envers son collègue pour qu'il poursuive ce rapprochement anglo-russe. Maurice Bompard poursuit cette collaboration avec Sir Arthur Nicholson, qui remplace Hardinge en 1906. Et Maurice Bompard, ici, fait même preuve d'une certaine tutelle vis-à-vis de son homologue, puisqu'il lui conseille carrément comment agir, sur quel sujet il est préférable de négocier en priorité. En l'occurrence, il s'agit du Tibet pour Maurice Bompard. Et puis, il lui indique également comment se comporter avec le tsar. Et là encore, on voit dans les documents anglais que l'ambassadeur britannique indique à son ministre qu'il a été prévenu par l'ambassadeur de France que le tsar n'appréciait pas que l'on aborde tout à coup avec lui les questions politiques et qu'il se comporterait de manière réticente s'il les abordait à l'improviste. Donc Maurice Bompard essaye véritablement de mettre en place une stratégie diplomatique concertée avec ses collègues britanniques dans l'objectif de parvenir, de remplir un même objectif qui est atteint, puisque à l'été 1907, la Russie et la Grande-Bretagne signent des accords coloniaux qui permettent de liquider leur contentieux colonial en Asie centrale. Ici, la double alliance, l'alliance franco-russe et l'entente cordiale, ont donc servi de levier pour un rapprochement anglo-russe et ont permis de repenser aussi cette alliance en l'inscrivant dans un cadre beaucoup plus large, élargi donc au Royaume-Uni. Alors je termine, mon dernier point, ce sera sur le contexte intérieur, puisque durant toute cette mission, Maurice Bompard est aussi confronté à des évolutions particulièrement importantes au sein de la Russie, qui fait face à une montée de la contestation du tsarisme et à une montée aussi des idées réformatrices, voire révolutionnaires au sein de la population. Le régime politique en Russie apparaît, d'après Bompard, comme complètement suranné. Il s'agit d'une autocratie très centralisée et en partie dysfonctionnelle. Maurice Bompard adopte un ton extrêmement critique envers le tsar et envers ses ministres. Alors il dit du tsar que son cerveau a des mouvements lents. Il indique que ce tsar est incompétent. Il dit que la politique en Russie traîne en longueur, passe d'atermoiements à des décisions rapides et pas toujours concordantes. Bref, Maurice Bompard est extrêmement critique et il dresse un constat particulièrement alarmant de cette autocratie qui semble au bord du gouffre à en lire ses dépêches. Et d'après Maurice Bompard et son conseiller, son attaché militaire, Louis-Étienne Moulin, alors Louis-Étienne Moulin, lui, croit à une révolution dès 1905, donc ces dépêches ont un caractère assez prémonitoire en fait, c'est assez troublant. Et bien d'après Bompard et Moulin, le tsar use aussi de méthodes de répression complètement disproportionnées vis-à-vis de la population qui manifeste à plusieurs reprises son mécontentement. Par exemple, en janvier 1905, une manifestation est organisée devant le palais d'hiver pour réclamer davantage de droits au tsar, et cette manifestation est réprimée dans le sang. Bompard, dès le lendemain, écrit que ce n'était ni une révolution, ni même une émeute, mais une simple manifestation. Et l'attitude de la foule ne justifiait pas la façon sanglante dont elle a été dispersée. Donc là encore, on voit que Maurice Bompard s'offusque des pratiques du pouvoir. Alors il n'empêche que peu à peu, cette autocratie russe évolue vers un régime plus parlementaire, puisqu'une assemblée du peuple est élue dès 1906. Il s'agit de la Douma, mais celle-ci, en réalité, est élue à plusieurs reprises. Le tsar la dissout à plusieurs reprises afin qu'elle prenne une coloration politique, disons, qui corresponde davantage à ses opinions personnelles. Donc au départ, elle est assez libérale, cette assemblée du peuple, et puis finalement, au bout de 2 dissolutions, elle est assez clairement conservatrice.
mais le régime reste aux yeux de Bompard très largement dysfonctionnel jusqu'à son départ de Russie, qui est justement à inscrire dans ce contexte, puisque le gouvernement français demande à Maurice Bompard en 1906 de s'entretenir avec le tsar de la situation, de lui faire comprendre notamment que la situation intérieure de la Russie déstabilise les marchés en France et pourrait faire perdre confiance aux porteurs de bons d'emprunt russes. Maurice Bompard refuse de s'entretenir de cette question avec le tsar, estimant que ça dépasse ses capacités d'ambassadeur. Il en parle tout de même au ministre des Affaires étrangères, mais il se discrédite en réalité en touchant à des affaires intérieures qui ne sont pas de son ressort. Et ce discrédit, c'est dans ce discrédit qu'il faut trouver en réalité l'origine du rappel de ce diplomate qui aurait sans doute pu servir plus longtemps en Russie que ces 5 petites années, j'ai envie de dire, en réalité. Donc Maurice Bompard est rappelé en mars 1908. Il est remplacé par un militaire, un amiral, l'amiral Touchard, il n'obtient aucune compensation dans l'immédiat. Il sera rappelé comme ambassadeur à Constantinople qu'1 an plus tard, en 1909, et il restera en poste dans l'Empire ottoman jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Maurice Bompard laisse tout de même un souvenir assez important en Russie, puisque dans l'entre-deux-guerres, Maurice Bompard va alors prendre sa retraite en tant que diplomate, mais il va être élu comme député de la Moselle jusqu'en 1933. Et durant cette période, il reçoit un certain nombre de courriers de Russes qui s'accommodent assez mal du nouveau régime en place, bolchevique, ou du stalinisme qui se met en place également dans les années 30, pour lui demander d'obtenir plus facilement des visas ou des naturalisations françaises. Et donc Maurice Bompard accède à ces requêtes, et il accède notamment à la requête d'Olga Preobrajenskaya, rappelez-vous, c'est cette danseuse russe qui s'était produite à l'ambassade de France en 1907, lorsque Gabriel Bompard avait organisé une soirée. Donc ces activités dans l'entre-deux-guerres témoignent de la persistance, je crois, de ce statut d'ambassadeur, qui n'est pas limité ici dans le temps ni dans l'espace, et qui est réinvoqué dans un contexte différent, et qui permet sans doute aussi de faire persister dans la chair de cet ambassadeur et sans doute aussi dans son esprit le souvenir de son ambassade en Russie. En conclusion, je dirais que ce livre brosse une biographie à la fois d'un poste diplomatique et d'un ambassadeur, en tentant de les croiser et en tentant d'aborder l'ensemble des aspects, des plus intimes aux plus professionnels, mais aussi des plus concrets aux plus symboliques. À Saint-Pétersbourg, Maurice Bompard a fait une expérience, je dirais, de l'altérité. Il a été confronté à un nouveau pays, à une nouvelle culture, à de nouvelles responsabilités, à de nouveaux interlocuteurs, et je crois pouvoir affirmer que Maurice Bompard s'est construit comme diplomate et comme individu à Saint-Pétersbourg autrement qu'il ne se serait construit ailleurs. Donc au final, cette biographie, elle est globalisante, elle tente de prendre tous ces aspects ensemble pour démontrer que Maurice Bompard a bel et bien incarné l'alliance franco-russe, tout comme Gabriel Bompard aussi, à certains égards Marcel Bompard. Il l'a mise en pratique après, pour reprendre ces termes, la lune de miel qui était passée. Alors vous l'avez compris, il l'a mise en pratique assez difficilement. Et il a participé aussi à la repenser en l'inscrivant dans un cadre beaucoup plus large et en participant à cet égard à la construction d'un système géopolitique européen très polarisé autour de blocs d'alliances qui s'affirmeront en 1914 et qui mèneront à la déflagration de l'été, justement, 1914. Et c'est à ce titre, je crois, que l'on peut compter Maurice Bompard parmi ces somnambules qui ont provoqué également cette marche vers la guerre par la construction de ce système géopolitique propre à déclencher cette déflagration. Voilà. Merci beaucoup pour votre exposé qui, par-delà la personne de Maurice Bompard, décrit bien le métier diplomatique, comment fonctionne une ambassade et ce que fait un diplomate. D'ailleurs, finalement, je trouve que c'était plutôt un bon ambassadeur. Il était lucide, il a, lui et ses collaborateurs, puisqu'effectivement, il sentait bien que, comme vous l'avez dit, la Russie était au bord du désastre. Il a joué manifestement un rôle utile dans le rapprochement entre la Russie et l'Angleterre, qui effectivement nous intéressait.
je vous poserai une première question. Finalement, qui fréquentait l'ambassadeur? Est-ce qu'il fréquentait que la bonne société aristocratique russe, ou est-ce qu'il avait des contacts avec la société civile, voire avec certaines forces politiques contestatrices? Est-ce qu'il sortait de l'ambassade, si j'ose dire? À travers sa correspondance, est-ce que vous avez l'impression qu'il voyait beaucoup de monde ou qu'il se contentait de peu d'interlocuteurs? Merci. Alors en réalité, Maurice Bompard, ce qui lui est aussi beaucoup reproché, c'est d'être pas assez proche en réalité des milieux aristocratiques russes. Et c'est sans doute aussi ce qui précipite, peut-être pas ce qui provoque, mais ce qui précipite sa chute, c'est le fait d'avoir eu assez peu de soutien au sein de l'aristocratie russe à cette époque. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien souligné par Gabriel Bompard dans ses mémoires, mais également dans son courrier. C'est qu'il est très difficile, en réalité, d'entretenir des relations amicales sincères au sein de ce corps diplomatique. Gabriel Bompard, a priori, n'entretient qu'une relation amicale véritablement sincère au sein du corps diplomatique, et c'est assez surprenant puisque c'est avec l'épouse de l'ambassadeur d'Allemagne, justement. Quant à Maurice Bompard lui-même, je dirais qu'il fréquente assez peu la société civile pour une raison qui est déjà la barrière de la langue, c'est que Maurice Bompard et Gabriel Bompard ne parlent pas le russe, et qu'il fréquente l'aristocratie qui, elle, le parle. Il fréquente aussi les membres de la cour qui parlent russe, qui parlent français, pardon. Mais en réalité, la société civile, il n'y a pas vraiment accès par cette barrière, notamment. Alors cela n'empêche que Maurice Bompard organise plusieurs voyages à travers l'Empire des Tsars durant son séjour, donc il se rend aussi dans d'autres villes que Saint-Pétersbourg. Mais je crois pouvoir affirmer aussi qu'il a une connaissance assez imparfaite de l'Empire des Tsars, puisqu'il n'en connaît en réalité que les couches sociales supérieures, que les Français, la colonie française de Russie qu'il rencontre sur place quand il se déplace, et il ne connaît aussi qu'un monde urbain, citadin. Non, je pense qu'une grande partie de cet empire de Russie qui est multiethnique, multiculturel, multiconfessionnel, lui échappe en grande partie durant son séjour, et je pense que c'est aussi ce qui participe à fragiliser sa position, notamment dans les derniers mois de sa mission. Bon, je pense que vous avez sans doute des questions à poser, madame. Deux questions. À l'époque, est-ce que vous... deux questions. Est-ce qu'un mandat d'ambassadeur avait une durée limitée ou non à l'époque? Et deuxièmement quelle a été l'activité de Bompard après son retour en France? Est-ce qu'il a continué à avoir des relations avec la Russie ou avec des personnes qui étaient en relation avec la Russie, qui allaient là-bas, avec Delcassé, entre autres? Merci beaucoup pour ces deux questions. Alors pour la question de la durée du mandat, il n'y a pas de limitation. C'est des décisions politiques. Les diplomates peuvent rester en place extrêmement longtemps, notamment lorsqu'ils ont atteint les sommets de la hiérarchie diplomatique. Quand on est ambassadeur, généralement on reste en poste, alors à cette époque pour le coup, dans le cercle de Théophile Delcassé assez longtemps, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'idée que Maurice Bompard aurait certainement pu servir plus longtemps si le contexte s'y était sans doute prêté, puisque ses collègues, Paul Cambon, Camille Barrère, restent plus de 20 ans en poste, eux, dans leurs ambassades, et ce sont des personnages dont il est par ailleurs particulièrement proche. Donc il n'y a pas de durée limitée de mandat pour un diplomate à cette époque. Et pour le retour en France de Maurice Bompard, alors à son retour en 1908, au départ, il est assez, il n'occupe pas de poste en fait, ni au Quai d'Orsay, il reste en France, mais il essaye de retrouver un poste dans l'immédiat. Il écrit souvent au ministre des Affaires étrangères, Stéphane Pichon, en lui disant qu'il est disponible, qu'il est prêt à occuper la prochaine ambassade disponible. Mais en réalité, dans son esprit, je pense qu'il ne veut occuper rien d'autre qu'une ambassade, après avoir été ambassadeur. Donc cette ambassade, elle lui est offerte en 1909, et après, il continue à entretenir des relations assez étroites, en effet, avec ce réseau, avec Paul Cambon. Ils se rencontrent souvent, ils se visitent aussi régulièrement.
Il se donne rendez-vous à Paris régulièrement, avec Théophile Delcassé aussi, mais assez rapidement, et je crois qu'il faut le souligner aussi, c'est une spécificité du métier de diplomate qui demande énormément d'adaptation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est nommé dans l'Empire ottoman, Maurice Bompard se consacre pour le coup à d'autres questions très différentes. Il reste plutôt partisan, oui, d'une alliance franco-russe qu'il a défendue, d'un bloc de puissance avec l'Angleterre qu'il a également défendu. Mais là, il se retrouve aussi dans un camp un peu différent, puisque l'Empire ottoman va rentrer ensuite en guerre contre ces puissances dont il a participé à former justement le bloc à Saint-Pétersbourg. Donc il garde un souvenir de la Russie qu'il a formé en tant que diplomate, mais eh bien, je dirais qu'il ne peut plus défendre sans doute aussi farouchement l'alliance franco-russe qu'il a pu faire à Saint-Pétersbourg, du moins sur place quand il est en poste. Mais par contre, c'est l'aspect sur lequel j'insistais en fin d'exposé, c'est que Maurice Bompard garde des liens assez ténus avec certaines notabilités du monde russe qu'il a côtoyé à Saint-Pétersbourg à cette époque, lorsqu'il est homme politique durant l'entre-deux-guerres et qu'il favorise les démarches administratives de certains d'entre eux qui s'adressent à lui toujours en invoquant Monsieur l'ambassadeur, donc ils font référence à son ancien statut, un statut qu'il conserve évidemment, mais il n'est plus ambassadeur de France en Russie, mais on réinvoque ce statut, ce qui montre qu'il y a tout de même une véritable persistance, tout de même, je crois, à la fois dans la société et chez Maurice Bompard lui-même, de ce poste qu'il a profondément marqué, qui a été un tournant dans sa carrière, c'est son premier poste d'ambassadeur. Il l'occupe très jeune. Voilà, je pense que c'est sans doute le poste tout de même le plus marquant de Maurice Bompard à cet égard. Oui, monsieur. Oui. Merci pour cette présentation qui a été vraiment extrêmement intéressante. Mais vous terminez en disant que Maurice Bompard, sur une note un peu négative, en disant que Maurice Bompard a contribué à constituer une alliance qui a mené à la guerre. Bon. Mais peut-être que Maurice Bompard a une vision lui, plus positive, puisqu'en réalité il était lorrain, il a vu dans sa jeunesse perdre la Lorraine, et son objectif c'était que la Lorraine et l'Alsace redeviennent françaises. Et quelque part, il a quand même réussi son opération. Il y a quand même un aspect positif chez lui, c'est que tout ça s'était fait pour retrouver sa Lorraine natale. Et bon, d'accord, il y a cette guerre qui était épouvantable, mais il est quand même arrivé à ses fins, quelque part. Donc, qu'en pensez-vous ? Oui, merci beaucoup, ça va me permettre d'approfondir certains aspects. En effet, je termine sans doute sur une note assez négative, dans le sens où nous, avec notre regard, aujourd'hui, on connaît la suite des événements. On sait que ça a mené à une guerre mondiale, on en connaît les conséquences aussi. Mais je pense qu'en effet, vous avez raison d'insister sur le fait qu'à cette période, Maurice Bompard a participé à la création d'une forme de bloc de puissance, même si bon, ce bloc est assez poreux, les relations ne sont pas si étroites, notamment entre l'Angleterre et la Russie. Mais en quelque sorte, il a très clairement participé à créer les conditions possibles d'une déflagration qui, par un jeu de domino entre les différentes alliances, a provoqué la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que j'évoque ce terme de somnambule. Après, vous avez tout à fait raison quand vous dites que c'est un homme qui a été, enfin un adolescent même, qui a été marqué par la perte de son territoire natal. Il l'évoque dans ses mémoires également. Alors même si ces mémoires sont rédigées tout de même un grand nombre d'années plus tard, on doit aussi prendre avec des pincettes ces mémoires dans lesquelles il décrit de manière extrêmement, il raconte la perte de l'Alsace-Lorraine comme étant un déchirement terrible, ce qui a sans doute été le cas en effet. Il a participé à cet égard, en effet, sur le plus long terme, à la récupération par la France, la réintégration de ces territoires perdus, et notamment pour abonder dans votre sens, dès 1915, si ma mémoire est bonne, il s'engage dans des comités de réintégration de l'Alsace et de la Moselle en France, avant même, en pleine guerre, sans même savoir que cette guerre allait déboucher sur une victoire française. Donc ça montre bien en effet qu'il y a aussi
une réelle volonté chez cet homme de combler un vide qui a été créé par la perte de ces territoires très jeunes. Et en ce sens, j'insisterai aussi sur le fait que son entrée au ministère des Affaires étrangères dans les années 1880, même s'il a été dicté par des considérations amicales, professionnelles, par des connaissances sans doute, il a permis aussi à Maurice Bompard de défendre sur la scène diplomatique un projet sans doute plus large, en effet, plus personnel aussi, de réintégration de ces territoires perdus, de défendre du moins par la diplomatie cette politique française rayonnante qui avait également été mise à mal par la défaite de 1870-1871. Donc oui, c'est vrai, j'ai sans doute terminé sur une note un petit peu pessimiste, mais en effet, il a aussi participé à ce rattachement des territoires perdus à plus long terme. Merci. Oui, madame. Oui, bonsoir. J'ai 3 observations ou questions. La première, c'est que ma science est toute neuve. J'apprends que Gabriel Bompard a publié des souvenirs de son ambassade, mais pas celle de Saint-Pétersbourg, celle de Constantinople qui a suivi, 1909 à 1914. Donc, les souvenirs les plus impérissables pour elle sont plus, semble-t-il, ceux de Constantinople que ceux de Saint-Pétersbourg. C'est un simple contrepoint, voilà, simple signalement. J'attends votre observation. La seconde chose, le commandant Moulin, l'attaché militaire, dont vous dites qu'il a une perception très étonnante des événements. Lui, par les Russes, il était en poste depuis 1880, il est resté, je crois, 25-28 ans en poste. Comment se fait-il que personne encore ne se soit intéressé au commandant Moulin en le commentant, en faisant un ouvrage, une thèse, que sais-je. Et la troisième chose, Pierre Renouvin, je me prépare à acheter la question d'Extrême-Orient que j'avais hier sous les yeux. Je me suis demandé si, à votre sens, donc je vous pose la question, est-ce toujours bien d'actualité que la vision de Pierre Renouvin sur la question d'Extrême-Orient? 3 questions. Observation. Merci beaucoup pour ces questions ou remarques. Alors, Gabrielle Bompard, sur les souvenirs qu'elle a publiés, en effet, la seule partie qui a été publiée, alors par ailleurs, je ne crois pas que ce soit elle qui les ait publiés, hein, c'est Sinan Kunral, je crois, c'est un Turc, donc qui a publié seulement ce chapitre des mémoires de Gabrielle Bompard, qui les a édités, en réalité. Oui, donc je ne suis pas certain que ce soit elle précisément qui ait demandé à ce qu'il soit édité, parce que pour le coup, dans ces archives qui ont été versées très récemment par la famille Le Barbier de Binière aux AD du Morbihan, on lit dans sa correspondance que ces mémoires sont destinées à un cercle privé restreint et qu'elle n'a aucune volonté de publication de ces mémoires, qu'elle a été engagée à les rédiger par une amie et qu'elle-même voilà, réalise ce travail pour sa famille. Donc pour les publications, enfin voilà, pour la publication, pour le reste, en revanche, ils n'ont jamais été publiés. Les chapitres sur la Russie, etc., eux n'ont jamais fait l'objet d'une édition particulière. Mais qui existe bien. Qui? Le Gabriel Bompard, la partie russe existe bien. Ah bah oui, elles existent, vous voyez, je les ai en photo. C'est les archives qui sont conservées dans le fond de son époux, elles existent. Oui, mais les mémoires elles-mêmes, pas simplement des objets. Oui, les mémoires, oui. Elles existent sous forme manuscrite et sous forme dactylographie, les deux. Alors je ne sais pas du coup si on peut en conclure que Gabrielle Bompard accordait davantage d'importance à son ambassade à Constantinople. Ce qui est vrai, c'est qu'elle a mené une action philanthropique aussi extrêmement développée à Constantinople par la suite. Elle était sans doute aussi plus expérimentée et elle avait déjà mis en pratique certaines de ses activités, justement, notamment philanthropiques à Saint-Pétersbourg, ce qui lui a sans doute permis de prendre plus rapidement et plus facilement ses marques à Constantinople et de développer immédiatement des entreprises d'envergure.
Pour le commandant Moulin, en effet, c'est un personnage d'envergure. Alors, il y a eu quelques travaux, quelques articles qui ont été écrits à son sujet. J'avais vérifié récemment pour voir s'il y avait un travail de recherche qui avait été entamé de plus grande envergure au sujet de ce personnage, mais je crois me souvenir que j'étais tombé sur rien de particulier. Mais en effet, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant et je crois qu'il mériterait une étude beaucoup plus approfondie. En l'occurrence, il a marqué la diplomatie française, lui, pour le coup, à l'inverse de Maurice Bompard, qui n'a passé que 5 ans en Russie. Il a marqué de son empreinte l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg, et on le voit. Et je pense très sincèrement que certaines des dépêches et des remarques de Maurice Bompard sur la Russie tsariste à cette époque, ou même sur l'alliance militaire, sont en fait inspirées des documents de Moulin, d'autant que, en tant qu'ambassadeur, Maurice Bompard a aussi un droit de regard sur les documents produits par sa mission militaire, et qu'il transmet lui-même les documents de son attaché militaire et de son attaché naval au ministère des Affaires étrangères, avant même que les attachés ne les expédient eux-mêmes à leur ministère respectif, c'est-à-dire à la guerre et à la marine. Donc Maurice Bompard est dans une forme aussi de dépendance, tenu dans une forme de dépendance vis-à-vis de ce personnage extrêmement important et extrêmement bien ancré dans la société russe, et qui est un spécialiste militaire, ce que n'est absolument pas Maurice Bompard à cette époque. Et enfin, pour la question d'Extrême-Orient sur Pierre Renouvin, j'aimerais bien que vous développiez un peu davantage la question pour pouvoir vous répondre plus en détail, s'il vous plaît. Non, il n'y a rien à développer, sinon on voudrait savoir si vous conseillez l'achat d'un tel ouvrage, mais a-t-il toujours, après qu'il ait été publié, je ne sais combien d'études depuis, parce que je crois que ça remonte à 436, quelque chose comme ça, est-ce que la question d'Extrême-Orient, l'étude de la question d'Extrême-Orient a été renouvelée ou pas? Ou est-ce que Pierre Renouvin est toujours bon à lire, à comprendre, à étudier? Oui. Non, mais répondre très rapidement, c'est que, comme vous, du coup, j'attends la sortie pour le lire. Pour le coup, oui, la question d'Extrême-Orient, évidemment, elle a fait l'objet de plusieurs études depuis. Et maintenant, Pierre Renouvin, c'est tout de même une pierre angulaire de la discipline des relations internationales et de la diplomatie. Ce sont de toute manière des considérations à prendre en compte pour réinscrire aussi dans le long terme. Je crois que c'est ça aussi, historiciser ces questions, c'est aussi les inscrire dans le long terme et comprendre leur évolution. Donc oui, la lecture de Pierre Renouvin, je crois, est toujours d'actualité aujourd'hui, très clairement. Passage. Juste une précision sur le commandant Moulin. Donc, dans la période de Gustave de Montebello, qui lui est resté 12 ans, et qui surtout, c'est à son époque que l'alliance n'est pas signée mais acquise, Moulin ne travaillait pas à l'ambassade, n'était pas. Aucun de ses documents se trouvait à l'ambassade, à tel point que lorsqu'on a voulu, après son départ, aller voir ce qu'il avait, je parle de mémoire parce que je travaillais sur Gustave de Montebello il y a 10 ans. De mémoire, je crois quand même me souvenir 10 ans après, on n'a rien trouvé. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse faire quoi que ce soit sur Moulin, mais le cas est assez exceptionnel parce que, en fait, il écrivait derrière le dos de Gustave Montebello directement au général de Bodef au moment des 3 ans des négociations. Donc le personnage mérite sûrement une lecture, mais je ne suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de renseignements. Oui, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que Maurice Bompard avait été directeur des affaires commerciales. Est-ce que dans la correspondance de Saint-Pétersbourg, vous décelez une sensibilité ou un intérêt particulier pour ce que vous avez peut-être déjà appelé la diplomatie économique? Et est-ce que vous avez évoqué ces contacts, peu de contacts avec la société civile, mais est-ce qu'il avait des contacts avec les responsables de l'économie naissante, industrielle en développement de la Russie, que ce soit avec les ministres responsables ou bien avec les grands industriels russes de l'époque?
Oui, merci beaucoup, Monsieur Chibayev, pour votre question. Alors, en tant que directeur des affaires commerciales, donc entre 1893 et 1903, Maurice Bompard fait valoir des compétences économiques assez développées pour la simple et bonne raison qu'il vient d'un milieu, d'une famille qui était elle-même très engagée dans ces questions. Son père était banquier, son grand-père était drapier, ses frères et ses oncles font commerce aussi dans le négoce ou dans l'industrie. Son fils lui-même fera carrière aussi dans les industries. Donc il baigne dans ce milieu et c'est aussi une des raisons, je crois, pour lesquelles Théophile Delcassé le nomme ambassadeur à Saint-Pétersbourg en 1903, c'est que Maurice Bompard apparaît comme un spécialiste des questions économiques et sans doute, alors vous l'avez compris, on lui propose Saint-Pétersbourg en dernier recours, c'est pas le premier choix, mais il n'apparaît pas comme un mauvais parti finalement pour prendre la gestion de ces questions d'emprunt russe et de développement industriel de la Russie dans lesquelles se sont engagées de grandes industries françaises notamment. Alors vous me posez, ça me permet de rebondir, vous me posez la question des relations avec les grands industriels russes, pas tellement, par contre avec les industriels français, oui. Il entretient, et il est banquier français, il entretient des relations très étroites avec les banquiers français, notamment avec Henri Germain, fondateur du Crédit Lyonnais, qui est un ami à lui, qu'il rencontre lorsqu'il rentre à Paris. Il est également très proche de Maurice Verstraete, qui est un ancien agent commercial son statut est très ambigu, c'est d'ailleurs Maurice Bompard qui l'avait placé à l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg comme attaché commercial auprès de Montebello. Alors qu'il n'occupe plus ce poste à l'ambassade sous Maurice Bompard, mais qui travaille dans une banque à Saint-Pétersbourg à cette période, et il est très proche de lui également. Donc on voit qu'il y a une vraie intrication de Maurice Bompard avec ces différents milieux, et il y a aussi un véritable intérêt économique de Maurice Bompard, qui d'ailleurs est chargé par le ministre des Affaires étrangères français, Théophile Delcassé, par son gouvernement, de négocier un nouveau traité de commerce qui est conclu en 1905, mais qui est en fait assez décevant, puisque le volume des échanges entre la France et la Russie ne change pas véritablement et ne permet surtout pas de rééquilibrer, par exemple, le volume des échanges entre la Russie et l'Allemagne au même moment, ce qui pose un problème à la diplomatie française. Par contre, il est en relation avec l'ensemble des interlocuteurs économiques à cette période, ministre de l'économie, ministre du commerce russe. Il est en contact assez étroit avec ces différents personnages, notamment avec Kokovtsev, qui est le principal ministre russe de l'économie à cette époque. Un petit peu avec Viteux aussi, qui est un grand personnage, ministre des Finances, qui n'a plus forcément de fonction officielle à cette période, mais qui reste très influent. Donc oui, il a des relations avec ces personnages officiels. Rapidement. Bon, laissez tomber. Bonsoir et merci beaucoup pour la présentation. Je ne connaissais pas personnellement Maurice Bompard, je l'ai trouvé extrêmement éclairant. Juste un étonnement, qui se porte plus sur le chercheur. J'ai vu bien évidemment que vous avez utilisé le Fonds diplomatique français, j'ai vu quelques documents britanniques, j'ai rien vu russe. Ça aurait pu être intéressant d'avoir un éclairage de ce que pensaient les interlocuteurs russes sur Maurice Bompard. Donc ma question, est-ce que les archives ont disparu? C'est parce que vous n'aviez rien d'intéressant de ce que vous avez. Oui, très rapidement. Vous ne pensez pas que le départ de Bompard, j'ai lu naturellement beaucoup de correspondances Bompard-Pichon, pour cause, est-ce que cette relation avec Pichon n'a pas été, notamment sur fond de crise de la Bosnie en 1908, une des causes principales du départ de Bompard de son poste? Je rappelle que la crise de Bosnie, c'est Pichon qui est le ministre des Affaires étrangères, veut calmer, comme il le fait souvent, l'échauffement austro-russe, et que Bompard joue un rôle un petit peu ambigu à ce sujet-là, et comme Pichon et Clémenceau à l'époque disent bon, on se calme dans les Balkans, il semble que ça aurait desservi peut-être par la position de Bompard. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Merci beaucoup pour vos deux questions. Alors pour les archives russes, bien merci, vous mettez le doigt sur sans doute le point faible de ce travail, je le reconnais. C'est de l'honnêteté intellectuelle, je crois. Je ne maîtrise pas le russe. J'ai essayé de l'apprendre à l'école des Chartes. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps, non plus assez d'énergie dans cette scolarité particulièrement exigeante par ailleurs.
pour investir pleinement dans la maîtrise et assez rapidement aussi pour maîtriser en fait ces documents, d'autant plus que l'alphabet russe est différent avant 1917, donc ça demande une maîtrise encore plus approfondie. Donc j'ai pas pu avoir accès à ces documents russes qui par ailleurs leur accès est encore compliqué par le contexte géopolitique actuel. Donc voilà, je dirais que c'est un point d'approfondissement possible de ces recherches. Il y en a d'autres évidemment, mais ça me semble être en effet le principal pour avoir un contrepoint russe sur ce séjour. Alors par chance, on a quand même quelques archives qui ont été traduites. Je pense aux mémoires de la comtesse Klein-Michel, et puis en fait on parle français aussi dans ces cercles, donc on conserve quelques lettres dans les archives de Maurice Bompard, surtout de Gabriel, d'autres interlocuteurs étrangers, qui permettent d'apporter un contrepoint de temps en temps, mais en effet, ça mériterait un approfondissement de ce point de vue-là. Et enfin, pour la crise de Bosnie, en effet, je crois que vous avez raison aussi, c'est que Pichon et Clémenceau, à cette époque, donc ministre des Affaires étrangères et président du Conseil, à cette époque, en réalité, lâchent aussi Bompard en raison de cette question. En fait, le cas Bompard est devenu trop problématique au sein du Quai d'Orsay, en tout cas pour ces deux hommes. Alors il est d'abord assez proche de Pichon, Maurice Bompard, sans doute que les relations... C'est très chaleureux. Tout à fait. À la bibliothèque de l'Institut, il y a beaucoup de correspondances aussi. C'est sans doute ce qui explique que Bompard doit aussi attendre 1 an ensuite avant de retrouver un poste d'ambassadeur. Parce qu'il écrit avec insistance à Pichon pour lui dire voilà, qu'il est disponible, mais il n'obtient pas de poste dans l'immédiat. Donc il y a une vraie détérioration du cas Maurice Bompard au sein du Quai d'Orsay, qui perd aussi la confiance de certains de ses collègues. Par exemple, Camille Barrère écrit des choses à propos de Maurice Bompard. Enfin, en gros, Paul Cambon continue à soutenir Maurice Bompard becs et ongles, alors pas forcément pour le maintenir en poste en Russie, parce que tout le monde a bien compris au Quai d'Orsay que Bompard en Russie c'était devenu trop compliqué, que ça nuisait aussi aux relations franco-russes. Il y a des campagnes de presse extrêmement fortes à l'encontre de Maurice Bompard à cette époque, et vraiment le Quai d'Orsay n'arrive pas à s'en défaire. À tel point que, par ailleurs, les différents, ils ne prennent pas non plus vraiment en charge la question, ils laissent faire aussi ces articles de presse sans forcément prendre la défense du diplomate. Et donc la situation de Maurice Bompard se détériore de tous côtés, je dirais. Dans l'aristocratie russe, auprès du pouvoir impérial, auprès du ministre et auprès du président du Conseil également, avec lesquels les relations deviennent particulièrement mauvaises, sans doute à la fin de son ambassade. Donc cette question, cette crise bosniaque, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général, je crois. Écoutez, je crois que nous avons dépassé largement le temps. Il me reste à vous remercier pour votre intervention très documentée, très stimulante, qui nous incite à acquérir votre livre qui est à la disposition du public. Et merci, donc je dis.